Bonjour, alors dans cette vidéo, je vous propose de faire le point sur le conflit Russie-Ukraine et plus particulièrement du point de vue de l'économie, donc des conséquences économiques des sanctions à la fois pour la Russie et pour les économies occidentales, hein, européennes et États-Unis, et de voir quel camp semble en bonne position aujourd'hui pour pouvoir aborder la suite de ce conflit. Alors, je rappelle un petit peu ce qui s'était passé. On a eu un point clé dans ce conflit, un espèce de point de bascule à la fin du mois de mars, à un moment où on pensait qu'il y avait, moi aussi hein, d'ailleurs, qu'il y avait des négociations sérieuses entre la Russie et l'Ukraine qui aboutiraient à un règlement de ce conflit. Les deux parties étaient à ce moment-là dans de relativement bonnes dispositions pour cela, avec la Russie qui avait plus de difficultés que prévu dans l'avancée de son opération, et l'Ukraine qui ne se sentait pas en position de force du fait d'un manque d'armes, d'un manque de munitions. Bon, les deux camps étaient donc relativement incités par la tournure des événements à ce moment-là à avoir adopté une position pragmatique de résolution du conflit. Là-dessus, les États-Unis sont arrivés, sont intervenus, à mon avis malheureusement, et ils sont arrivés avec un plan tout à fait différent, qui était beaucoup plus ambitieux, qui était de renverser le régime de Vladimir Poutine en livrant plus d'armes à l'Ukraine, en espérant ainsi épuiser complètement la Russie sous l'effet des livraisons d'armes et des sanctions. Évidemment, l'enjeu est considérable pour eux, puisque s'ils arrivent à faire tomber le régime de Poutine, ils remportent une victoire immense dans le cadre du conflit qui les oppose, ou de la compétition qui les oppose face à la Chine, puisque la Russie, c'est vraiment une carte maîtresse dans les équilibres internationaux actuellement. Si les États-Unis arrivent à faire basculer la Russie dans leur camp, ils seront vraiment en position de force dans le futur vis-à-vis de leurs relations avec la Chine. Donc c'est pour eux un enjeu évidemment important. Le problème est qu'ils ne semblent pas pour le moment en situation de réaliser ce qu'ils veulent, c'est-à-dire de renverser le régime de Vladimir Poutine. Alors, je vais vous donner quelques éléments de réflexion sur la situation économique de la Russie en ce moment, des effets des sanctions. Pour l'instant, donc, ce qu'on constate, c'est qu'on a un excédent sensible de la balance des paiements courants russes, qui réalise des excédents records même. On voyait ici le graphique de la balance des paiements courants russes. C'est une balance qui est structurellement excédentaire. La Russie est un pays exportateur par nature, mais depuis le début du conflit, le premier trimestre 2022 et le deuxième trimestre 2022, la Russie réalise des excédents records grâce à la hausse du prix des matières premières, du prix des hydrocarbures, qui est lié au déclenchement du conflit Russie-Ukraine. Donc de ce point de vue-là, la situation économique de la Russie s'est plutôt renforcée. Vous voyez ici que les échanges de biens par rapport avec la Russie, ils étaient à peu près à l'équilibre, avec un déficit de 1 milliard d'euros, pardon, et le déficit après le conflit Russie-Ukraine est passé à 65 milliards d'euros. Donc le déficit des échanges commerciaux entre la zone euro et la Russie s'est évidemment fortement creusé depuis le démarrage du conflit. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que la Russie a rapidement su trouver de nouveaux clients pour ses exportations pétrolières. Vous avez ici le graphique des importations de pétrole russe par l'Inde, qui était insignifiante avant le démarrage du conflit, et qui maintenant se monte quand même à des niveaux de l'ordre de 25 à 30 millions de barils par mois, c'est-à-dire quasiment 1 million de barils par jour. C'est tout à fait considérable. Donc l'Inde profite pleinement du pétrole bon marché russe, qui est évidemment, elle a un prix discounté par rapport au marché international, et la Russie est tout à fait contente de vendre son pétrole à l'Inde, même si c'est un petit peu moins cher, dans de bonnes conditions. C'est exactement la même chose qui se produit avec la Chine. Donc les exportations de pétrole de la Russie vers la Chine ont très fortement augmenté, plus 55% sur un an. Et on voit ici le montant en millions de tonnes. On est à 8 millions de tonnes de pétrole
qui sont exportés de la Russie vers la Chine. La Russie est devenue maintenant le premier fournisseur en pétrole de la Chine, avec une hausse considérable sur un an. Donc la Russie trouve sans difficulté de nouveaux clients, l'Inde évidemment, la Chine et d'autres pays émergents, ce qui fait que ces échanges commerciaux sont pour l'instant tout à fait corrects. Il y a d'autres pays, comme le Vietnam, qui veulent augmenter leurs relations économiques avec la Russie, qui sont dans une position pragmatique de réaliser du business sans idéologie, sans a priori, avec ce pays. Alors les indicateurs d'activité, les PMI, vous voyez ici le PMI manufacturier russe. Alors il avait commencé par plonger significativement au début des sanctions, au mois de mars. On était tombé en dessous des 45, on avait atteint un plus bas de 44. Ça n'a pas duré longtemps, ça s'est rapidement redressé. Et on est revenu aujourd'hui sur le dernier indicateur, donc indicateur du mois de juillet 2022, on est repassé au-dessus de la barre des 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité. Donc finalement la Russie s'en sort pas si mal et la composante des nouveaux ordres notamment est favorable sur cet indicateur d'activité PMI. Sur les services, exactement le même constat. Donc on avait eu pendant les sanctions, au début des sanctions en mars, une forte chute de l'indicateur. Alors là, on pensait que la Russie allait entrer dans une récession durable, etc. Et finalement, ça n'a pas duré. Très rapidement, l'indicateur d'activité PMI a rebondi et on est repassé là aussi au-dessus de la barre des 50. On était à 51,7 au mois de juin sur cet indicateur PMI. Par rapport à contre 48,5 en mai. Donc on est au-dessus de la barre des 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité pour l'indicateur des services. Et là aussi, composante des nouveaux ordres favorables sur les indices d'activité économique russe. Au niveau du chômage, c'est à peu près le même type de constat, une très bonne résistance de l'économie russe aux sanctions occidentales actuellement. Donc le taux de chômage en Russie est tombé en mai 2022 à 3,9%. Donc si on regarde l'indicateur sur un très long terme, c'est tout simplement le plus bas taux de chômage qui ait jamais été observé en Russie sur plus de 20 ans. Donc là aussi, pour l'instant, il n'y a aucune conséquence particulière des sanctions sur l'emploi russe. Peut-être que ça arrivera plus tard, mais en tout cas, pour l'instant, la Russie semble tout à fait bien résister aux sanctions occidentales. Donc si on considère la situation économique russe aujourd'hui, on voit que finalement il y a à mon avis en tout cas, et c'est ce que les indicateurs montrent, il y a une résilience bien plus forte que ce qu'escomptaient les Occidentaux au conflit Russie-Ukraine et aux sanctions. Pour l'instant, l'économie russe résiste parfaitement. On peut toujours dire que la Russie va manquer plus tard de semi-conducteurs, de technologies clés, et que ça pourra pénaliser son économie sur le très long terme. Mais bon, même sur les semi-conducteurs, la Chine est capable de fabriquer des semi-conducteurs aujourd'hui. Alors c'est des techniques, des gravures un petit peu plus anciennes que celles de l'Occident, mais c'est un retard de l'ordre de quelques années seulement, c'est pas énorme. La Russie peut acheter à la Chine des conducteurs gravés en 16 nanomètres. La Chine commence à graver en 7 nanomètres à présent. De ne pas avoir accès aux toutes dernières technologies occidentales de gravure en 5 nanomètres ou moins, ça n'est pas, à mon avis, quelque chose de dramatique pour une économie. Ces procédés de gravure à 5 nanomètres ou moins, ils ne concernent qu'une petite fraction des biens économiques susceptibles d'être produits, et la Russie peut produire des tas d'autres choses en attendant. Donc à mon avis, il n'y aura pas d'effet dramatique des sanctions occidentales à ce niveau, en tout cas sur les prochains trimestres. Au niveau militaire, là aussi, je n'ai pas l'impression que l'Occident soit en mesure de fournir suffisamment d'armes à l'Ukraine pour remporter une victoire décisive dans le conflit. Il y a cet article de ft.com qui pointe le risque d'épuisement des stocks d'armes occidentales. Donc les Occidentaux n'ont pas énormément de stocks d'armes, on va dire, de basse qualité, enfin pas vraiment de basse qualité, mais de basse technologie qui sont adaptées au conflit de l'Ukraine en ce moment. Ils produisent des armes de très haute technologie, mais qui ne peuvent pas être livrées à l'Ukraine.
Et pour le reste, au niveau artillerie, au niveau de ce dont l'Ukraine a vraiment besoin, les stocks ne permettent vraiment pas de rétablir ou d'établir un déséquilibre en faveur de l'Ukraine actuellement. Du coup, le conflit dure. On a, à mon avis, des dizaines de milliers de morts pour pas grand-chose, parce que des deux côtés, on commence à avoir un épuisement des munitions, hein, aussi bien du côté occidental que du côté russe, mais avec quand même un net avantage du côté russe. Et pour l'instant, sur le terrain militaire, le seul résultat des livraisons d'armes occidentales, pour moi, ça a été de provoquer des dizaines de milliers de morts, mais sans résultat vraiment concret, en dehors du fait que ce conflit dure plus longtemps que prévu, alors qu'il aurait pu être stoppé dès la fin du mois de mars, quand les négociations étaient sur le point d'aboutir. Maintenant, bon, je vous ai parlé de la position, de la situation économique de la Russie. On va parler de la situation économique de l'Europe. Donc là, vous avez un article du FMI qui détaille ce que pourrait provoquer en termes de récession une coupure de livraison du gaz russe à l'Europe de l'Ouest. Les chiffres sont quand même vraiment importants. On a un grand nombre de pays clés, dont l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie potentiellement, qui subiraient des récessions qui pourraient aller jusqu'à moins 4, moins 5% du PIB, c'est-à-dire des très grosses crises. Donc sur l'Italie, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie. Pour l'Allemagne, moins 2, moins 2,5%. Donc c'est quand même des niveaux importants. Et ça serait juste dû à l'arrêt de livraison de gaz à l'Europe. Là, je ne parle pas du tout de la récession qui est en train de s'installer du fait de la fin du cycle économique sur l'Europe et les États-Unis à la suite du resserrement de politique monétaire des banques centrales et du pic inflationniste que nous connaissons. Les deux pourraient en fait s'ajouter et créer une très très sévère récession sur la zone euro. Donc pour l'instant, je n'ai pas l'impression du tout que la zone euro soit en position de force par rapport à la Russie du point de vue économique face aux sanctions. Vous voyez ici le PMI manufacturier allemand qui commence à passer en dessous de la barre des 50 et qui, contrairement au PMI russe, lui est en forte baisse et on risque d'aller beaucoup plus bas dans les mois qui viennent. C'est la même chose sur le PMI service en Allemagne. Et sur l'indicateur d'activité IFO, vous voyez que là aussi, la baisse commence à être vraiment importante. On est en plein dans la zone de récession. Donc il y a beaucoup d'indicateurs de grande fragilité déjà sur la zone euro. Et si en prime la Russie venait à réduire fortement ou à arrêter ses livraisons de gaz, ça pourrait faire de très gros dégâts, alors que la Russie finalement ne subirait que peu de conséquences puisqu'elle peut continuer à vendre ses hydrocarbures à peu près partout ailleurs, même si c'est dans des conditions un petit peu moins bonnes qu'auparavant. Au niveau de l'endettement aussi, vous voyez ici le ratio de dette publique sur PIB russe. On est à 18,2% d'endettement sur PIB, avec un pays qui réalise des excédents commerciaux structurels qui augmentent de trimestre en trimestre, donc qui est quand même en position très solide par rapport à ses partenaires internationaux, à comparer un pays comme la France aujourd'hui où on a des niveaux d'endettement par rapport au PIB qui sont largement supérieurs à 100% et qui se sont très fortement creusés après la crise du Covid. Donc vous voyez qu'en Russie, la crise du Covid finalement a très très peu changé le ratio d'endettement sur PIB du pays. On est passé de 12 à 17%. Bon, c'est relativement insignifiant par rapport au changement qui a été observé en France et sur la zone euro. Donc voilà pour ces quelques commentaires. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que je pense que les Occidentaux, les Américains notamment, sont dans une sorte ils sont complètement déconnectés du monde réel dans ce conflit. Il y a un témoin révélateur, c'est ce projet de fixer un plafond au prix du pétrole russe. Donc les Américains pensent réellement ou semblent réellement pouvoir fixer un plafond au pétrole russe aujourd'hui. Donc ça veut dire en clair qu'ils s'imaginent pouvoir dicter aux Chinois et aux Indiens à quel prix ils vont avoir le droit d'acheter du pétrole à la Russie. C'est assez comique. Je pense que n'importe quel gamin de 10 ans sans la moindre notion de géopolitique pourrait comprendre que c'est complètement délirant, vaniteux, déconnecté du monde réel de penser une telle chose. Mais
il semble qu'il y ait vraiment aux États-Unis et en Europe aujourd'hui des dirigeants politiques qui pensent réellement cela possible. Donc s'ils pensent que cela est possible, ça veut dire qu'ils sont complètement déconnectés du monde réel, qui n'ont pas du tout la notion des rapports de force entre les différents blocs, entre les différents pays aujourd'hui, et ça les amène à avoir des positions complètement irréalistes, comme vouloir comme vouloir faire tomber le régime de Vladimir Poutine rapidement, alors que la Russie n'est pas du tout, pour l'instant, en tout cas, en position de faiblesse. Donc on risque d'avoir un échec du projet américain dans ce conflit, qui est de faire basculer la Russie dans le camp occidental. Et en cas d'échec, évidemment, ça ne fera qu'accélérer le basculement du centre de gravité économique des pays occidentaux vers les pays émergents qui, eux, ont une attitude pragmatique de ne pas s'engager dans des conflits qui ne les concernent pas et qui est simplement de faire du business normalement entre différents partenaires, entre différentes nations. Il faut voir aussi au niveau de l'Europe qu'on va avoir des élections en Italie prochainement. Les sondages donnent la droite souverainiste gagnante, donc Fratelli d'Italia, Matteo Salvini et le parti de droite de Silvio Berlusconi formeraient en cas de victoire une coalition qui serait beaucoup plus souverainiste et qui serait sans doute moins va-t-en-guerre, nettement moins va-t-en-guerre vis-à-vis de la Russie que d'autres pays, et l'Italie est un pays clé. Donc il pourrait y avoir un début de dissension sur la zone euro par rapport à la Russie dans les trimestres qui viennent. À suivre, mais on pourrait avoir une position peut-être plus pragmatique dans un second temps. Donc ce qu'il faut retenir de l'issue de ce conflit, des rapports de force en présence, c'est que l'Occident et les États-Unis risquent d'échouer dans leur projet de faire tomber Poutine et d'installer un régime qui leur est acquis, qui est acquis à leur cause. On aura à ce moment-là, à l'issue de la récession, de la forte crise économique qui vient, qui sera encore plus marquée en Europe qu'ailleurs à cause des sanctions anti-russes, un gros renforcement de nombreux pays émergents, et il faudra vraiment investir sur les pays émergents à l'issue de la crise. Alors il y a des pays comme le Vietnam, comme le Brésil par exemple, qui sont très bien positionnés, l'Inde aussi éventuellement. Donc n'hésitez pas à vous intéresser à ce secteur. Je propose une lettre qui s'appelle le portefeuille anti-effondrement, qui régulièrement suit l'activité des pays émergents, du secteur énergie, matières premières, et qui sera particulièrement adaptée à mon avis aux investissements au point bas de la récession et ensuite dans le cadre actuel.